Bonjour. Une remarque d'abord. Il y a des notes de cours, mais qui ne sont pas simplement support, dans le sens qu'il y a énormément plus. Je fais du surfing sur les preuves, comme j'ai fait sur Gödel, ou dans d'autres cas, je donne seulement des énoncés. Or, sur les notes, vous trouvez beaucoup plus, voire entièrement une preuve, ou plus de détails, ou des renvois exacts au titre dans la bibliographie, qui est un dossier, qui est un fichier à part sur le. Donc, je renvoie là implicitement, mais ça doit être clair que d'une façon directe ou transitive, en passant par mes notes, vous pouvez reconstituer entièrement les preuves dont je parle. Excusez-moi, c'est sur votre site? Oui, oui. Donc maintenant, on va voir, on va continuer sur le système dynamique pour passer après à l'incomplétude concrète, puisqu'il y a un discours à compléter qui, en fait, peut très bien partir des réflexions de Turing, dont j'ai déjà parlé un peu, le passage qu'il fait entre 50 et 52 dans deux remarquables articles. C'est l'article le premier en 50 sur le jeu de l'imitation, où Turing parle de sa machine logique en termes physiques. Il met en évidence le fait, je l'ai déjà mentionné, qu'elle a une machine à état discret, c'est ça qui compte. Donc pour cette raison, il est toujours possible de prédire tous les états futurs. Ça, puisqu'il y a la base de données discrète, et l'environnement computationnel est discret. Et cela nous rappelle la place. Deux fois, il dira que sa machine est laplacienne. Hein. Et en 52, il écrit cet article absolument remarquable, qui est une analyse d'un système de morphogenèse. Il travaille dans une approximation linéaire, en grande partie, d'un système non linéaire, qu'il discute en tout cas, et duquel il dit que les propriétés plus importantes sont la dérive exponentielle, c'est-à-dire le fait qu'une petite fluctuation, variation, perturbation en dessous de l'observable peut donner une très grande différence à le temps, et même il parle de l'instabilité catastrophique. Ça, c'est vraiment original en 52. Il y avait déjà certainement des choses, mais jusqu'à René Thom, l'idée, le rôle de ces singularités qui sont les catastrophes, ne sera pas mise en évidence. Il comprend que dans ces systèmes d'action-réaction et diffusion non linéaire, la mise en place de la structure se fait par un jeu sur le matériel, sans aucun logiciel. Il n'a que le matériel qui se déforme et qui constitue, disons, le calcul dans le continu. Il appelle ces systèmes systèmes continus. Hein. Ce sont des dynamiques non linéaires, en principe. Et évidemment, ceci est dû au rôle de l'intervalle de la mesure dans le continu. En plus, en parlant de la conséquence observable des phénomènes non observables, il dit que c'est une propriété essentielle de la machine à état discret, celle que lui, il a inventée, que ce phénomène n'arrive pas. Même si on considère la machine physique, au lieu de celle idéalisée, la prédiction est possible. Hein, c'est pour ça qu'il s'agit d'une machine linéaire. Évidemment, elle fait une différence entre un principe et un pratique, c'est-à-dire pratiquement, c'est possible qu'il y ait un programme si compliqué qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Mais enfin, c'est une question d'ignorance du programme qu'on pourrait connaître, ou que quelqu'un connaît, c'est lui qui l'a conçu. Tandis que dans la physique des systèmes non linéaires, ou en tout cas dans des systèmes dans un régime chaotique, la prédiction est impossible en principe. Hein. Et donc, Turing est parfaitement conscient de ce qui veut dire voir sa machine du point de vue physique, et introduit aussi cet article qui est extrêmement original et va ouvrir tout un domaine qui est de la morphogenèse. Et, il y avait déjà les travaux de Darcy Thompson, Waddington, mais son apport sera jusqu'à aujourd'hui considéré quelque chose d'absolument important. Maintenant, je vais vous donner un exemple très simple de dynamique chaotique, hein, non linéaire, la plus simple qu'il y ait à peu près. Une seule équation, connue comme la fonction logistique. C'est une fonction donc que l'on donne d'une seule variable, où le rôle de k, du coefficient k est très important. Disons, si on prend k égale 4, on a effectivement les cas chaotiques. Comment la considérer dans le cadre d'un système dynamique en tant que système itéré? Vous vous souvenez l'idée de la section de points carrés, donc un système dynamique d'une façon très simple donné comme un espace topologique, voire métrique, avec une mesure en fait dont on n'a pas besoin maintenant, et la fonction
qui donne les orbites. Les orbites, ce sont les itérés. Ça veut dire quoi? Si vous partez des x0, vous calculez f de x0, comment? Comme ceci, ça sera ça, f de x0, ok? Mais puis, pour faire l'itérée suivante, ben, vous redescendez ici, c'est-à-dire vous revenez à la diagonale, et puis vous descendez là, et ici, il y aura l'image de f de x0. Pour calculer f de x0 appliqué une deuxième fois, f appliqué à f de x0, vous remontez là, et donc vous aurez ici f carré de x0. Donc ici, il y a un petit trait qui remonte, ainsi de suite. Regardons un instant ce que ça donne. Espérons que la machine démarre. Voilà, elle a démarré. Maintenant, ce que vous voyez là, ce sont les calculs. Fait de cette façon-là, la partie continue. Et les changements de couleur, ça veut dire divergence et convergence. C'est une idée du chaos. Donc, on commence à s'approcher, puis on s'éloigne du point fixe. Hein. Il paraît qu'on s'approche, puis tout d'un coup, on s'éloigne. On y revient, on s'éloigne à nouveau. Ça stabilise de manière périodique ou non? Non, sur f égale 4, c'est un système purement chaotique. Il fait ça. Eh bien, maintenant, je vais vous le montrer ultérieurement. Regardez que ça donne les itérés, encore une fois, x1, x2, etc. Ça ici, je prends f égale, je prends f carré, f4, f6. J'espère que vous voyez l'image. Ça, c'est quand on a itéré une fois la fonction. Ça, c'est 4 fois. Ça, 6 fois. Donc, vous voyez bien, par exemple, la transitivité topologique très clairement. La transitivité topologique, vous vous souvenez, ça voulait dire n'importe quel intervalle je prenne et n'importe quel autre intervalle de l'espace ouvert, il existe toujours un point dans l'intervalle qui va dans l'intervalle entendu. Ici, même si vous prenez un intervalle très petit, les images de cet intervalle vont partout. Hein, vont partout. Si vous itérez ultérieurement, vous pouvez prendre un intervalle de plus en plus petit. C'est-à-dire, si vous prenez un intervalle très petit, il suffit d'itérer suffisamment la fonction pour qu'il y ait l'image de cet intervalle qui va couvrir pratiquement tout l'espace. Donc, c'est un système extrêmement simple, mais chaotique. Donc, il y a pour chaque intervalle une trajectoire qui est dense, il y a une très forte sensibilité aux conditions initiales, et puis il y a quand même des points périodiques qui sont beaucoup, ils sont denses. Une autre image du chaos est de la imprédictibilité, celle-ci. Si vous prenez un ordinateur qui arrive à écrire jusqu'à 10-16, disons 10-15, 10-16, 15e décimale, si vous changez la 15e décimale, après un peu plus que 50 itérés, l'image des 2 points va différer d'un intervalle qui bientôt va être tout l'intervalle. C'est-à-dire, si vous prenez 2 points qui diffèrent seulement de la 15e ou 16e décimale, après une cinquantaine d'itérés, ils seront distants presque tout l'intervalle. Et bientôt, ça sera tout l'intervalle. Hein. Donc, il y a une énorme sensibilité aux conditions initiales. Encore une fois, ces jeux. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. D'une part, justement, j'insiste, ce qui fait la machine est tout à fait prédictible, n'est pas chaotique. Toutefois, on voit d'une façon merveilleuse le chaos seulement sur la machine. C'est pas facile de faire ça à la main, hein, de le voir autrement. Et en fait, quand j'ai dit l'analyse des géométries des systèmes dynamiques, et en particulier des systèmes chaotiques, ça c'est un aspect plus appliqué, redémarre dans les années 50 et 60, c'est aussi dû à Lorentz, un météorologiste qui raconte l'histoire, faisait ses calculs sur les équations de Navier-Stokes ou sur d'autres systèmes non linéaires pour les prévisions météorologiques, et il a laissé ouvert son plot. Ça dessinait sur un bout de papier l'image. Il a lancé son plot le soir, et le matin, après, il a vu une situation chaotique. En fait, c'est qui va s'appeler un attracteur de Lorentz. Donc, une régularité. Ici, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui donne un cadre de stabilité. Mais la question de la convergence et divergence vous dit les comportements chaotiques imprédictibles de la fonction. Donc, il y a ce double rôle que maintenant je vais souligner ultérieurement avec l'exemple du double pendule, de la machine qui elle-même, elle n'est pas chaotique. Bon, ça suffit de voir le fait même que ici, ça itère toujours la même chose.
hein, à l'identique. Donc, dans un certain sens, c'est prédictible. Une fois que vous l'avez vu, vous savez ce que ça va faire. Donc, L itère à l'identique, c'est une forme, l'itération, c'est une, disons, translation temporelle qui vous permet la prédictibilité, mais elle vous montre les chaos. Regardez ici, ben ici c'est le fait que cette fonction elle est un régime de chaoticité en fait au-delà d'une valeur critique, en particulier maximale, vraiment chaotique selon les trois définitions que je vous ai données pour k égale 4. Il y a des formes plus faibles de chaos au-delà d'une valeur critique qui est un réel calculable, mais infini, hein, c'est un réel qu'on peut calculer. Et donc, en dessous, ben, ça donne un point fixe avec une convergence de plus en plus lente dès qu'on grandit la valeur de k. Et bon, il y a des stabilisations sur des périodes 2 et 6. Donc, quand l'exposant de l'itération est 2 et 6, quand on fait la transition, voilà des situations chaotiques. Il y a apparente convergence, puis divergence. Enfin, ça n'arrive pas à se stabiliser. Okay. Quoi qu'évidemment, il y a une structure globale dans l'affaire de laquelle il y a les itérés du programme. Passons maintenant à un autre exemple, les doubles pendules. Les doubles pendules, c'est la plus simple des machines chaotiques. On peut la décrire une fois fixées les poids, les longueurs par seulement deux équations. Il a un comportement chaotique. Et encore une fois, rien de mieux que la machine, qui ne l'est pas, elle, pour voir son comportement chaotique. Ah. J'ai un petit problème ici de... Ah non, ça va. Le voilà. Ça, c'est une simulation, il y a un petit programme Java, hein, c'est pas un film, double pendule, donc avec, comme vous voyez, une trajectoire. Intuitivement, on voit que c'est chaotique, a priori, il y a tout ce qui le fait penser. Si vous laissez courir assez longtemps, cette pendule-là, qui évidemment est abstraite, elle est faite par la machine, donc elle n'a pas de friction. Elle peut aller aussi longtemps que vous voulez. Elle vous montre une trajectoire dense. Cela va remplir tout l'espace. Mais voilà ce qui fait la machine. Faisons restart. Comportement immédiatement, on comprend, très irrégulier. On les fait restart. Elle va faire exactement la même chose. Ce qui n'a absolument pas de sens physique, puisque si vous prenez un double pendule vrai, il est tellement sensible qu'il suffit la fluctuation thermique pour que la moindre approximation de votre tentative de le mettre au mieux dans un intervalle initial va vous donner bientôt une trajectoire différente. Mais très tôt, après 2 ou 3 oscillations, un vrai double pendule physique. Mais celle-ci, qui démarre d'un pixel, la structure discrète sous-jacente, et on peut le faire démarrer toujours du même pixel, il perd totalement, intrinsèquement, la sensibilité aux conditions initiales. Sauf évidemment qu'en même temps, vous pouvez aussi faire une dette simulation. Vous placez derrière l'ordinateur et vous changez la 16e décimale. Et donc, vous voyez la sensibilité dans ce sens-là. Mais il faut l'intervention extérieure du programme, ou vous pouvez aussi écrire un programme qui introduit de l'aléatoire en prenant le nombre de gens sur Skype pair ou impair, ou d'autres choses qui sont aléatoires, qui viennent du réseau, par exemple. Mais en soi, la machine itère à l'identique et en même temps, elle vous montre le code. Donc, mais il faut faire très attention. La machine, elle est laplacienne, mais elle est tellement puissante qu'elle nous dit énormément de choses. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'elle nous dit. J'aime bien suivre celle qui est la terminologie implicite de Turing, que j'ai explicitée dans un article sur le jeu de l'imitation. C'est une excellente imitation, c'est une formidable imitation, mais ce n'est pas un modèle. Puisqu'un modèle, c'est une tentative, par exemple par des équations, de proposer une structure causale, une structure de la détermination. Hein. Les équations dans le continu donnent une structure de la détermination, font comprendre par les exposants de Lyapunov l'imprédictibilité. Hein. Il y a une question d'intelligibilité. Mais ici, quand même, on comprend des choses, c'est très intéressant. On comprend l'évolution
la transitivité topologique, par exemple. L'histoire de la densité de la trajectoire est tout à fait claire par cette approche. Donc nous avons cette situation qui est à creuser dans le rapport à la machine discrète, en particulier par rapport à l'aléatoire. À temps fini, les structures discrètes n'ont pas d'aléatoire, hein, mais puisqu'on peut les faire travailler assez longtemps, ont des aspects du chaos, donc de l'aléatoire classique qui est de l'imprédictibilité déterministe, qui sont visualisés, comme dans ce cas-là. Or, l'apport donc est celui de cette imitation qui propose un regard, mais à ce regard du discret. Mais entre autres, qu'est-ce que je veux dire par discret? Puisque je mentionne tout le temps discret continu. La seule bonne façon de dire qu'une structure est discrète, c'est quand la topologie discrète est naturelle. Hein. Je vous disais cela d'une façon très informelle au début, mais ça peut être clair maintenant, j'espère, que cette notion mathématique de naturalité, qui est difficile à définir, quoique en théorie de catégorie on le fait par la notion de transformation naturelle, qui est justement dérivée de cela. Cette notion de naturalité veut dire ça marche, quoi. Hein. Mais ça, c'est suffisant en mathématiques, comme je disais la première fois. Si vous prenez la topologie discrète sur les réels, c'est pas naturel, on n'y fait rien. Il n'y a pas de théorème à démontrer quand toutes les fonctions sont continues des réels dans les réels. Par contre, la topologie discrète est tout à fait naturelle dans une structure de données digitales, elle est tout à fait naturelle sur les entiers, et ainsi de suite. Et c'est là qu'il y a les développements de la calculabilité. Il y a évidemment toute une branche, j'ai mentionné l'autre jour les résultats pour L. Richards, de Jan Polsky, ces résultats négatifs, qui vous disent la non-calculabilité de quelques cas exceptionnels qui, en bout de compte, on réduit toujours au problème de diagonale, à la méthode diagonale pour montrer la non-effectivité. Dans ce cas-là, effectivement, il y a une analyse qui va au-delà du discret, dans le sens qu'on utilise les réels calculables, une idée de Turing, c'est-à-dire ces réels dont l'engendrement de la suite infinie est donné de façon effective. La structure topologique de ces réels, qui sont denses, évidemment, il y a au moins les rationnels, qui sont denses parmi les réels, évidemment, n'est pas discrète. Hein. L'intervalle de la topologie euclidienne, de la topologie réelle, habituelle, contient une infinité dénombrable quand il s'agit d'un ouvert. Or, dans ce cas-là, toutefois, il y a tout un tas de problèmes qui se posent. Certainement, on développe pas mal de physique, mais les questions poussent quand même et ne sont pas d'une solution évidente. OK, on écrit les équations, je vous disais, les équations, le calcul intégral d'une façon effective, puisqu'après tout, les opérations de dérivation et intégration sont effectives, donc il n'y a pas de problème à développer toute une branche physico-mathématique de façon effective. Mais tout d'abord, on se pose, mais quand on met ces coefficients qui doivent être rationnels, calculables, est-ce qu'on est vraiment en train de découvrir la physique? Du point de vue mathématique, c'est sûr, ce qu'on fait en physique. Mais faisons attention à ne pas projeter cela sur le monde, puisque tout de suite, on pourrait poser la question, si on pense au monde, est-ce que h de Planck, la constante h, est calculable? Et bien évidemment, puisque ça dépend du système de référence, on peut très bien choisir h égalant, pourquoi pas, hein? Mais après, il faudrait normaliser les autres grandes constantes de la physique. Ça, on le fait par un calcul dimensionnel, par pas mal d'équations, et aussi par des nouvelles mesures. Alors, on se retrouve G, la constante universelle de gravitation, on se trouve C, la vitesse de la lumière, et encore une fois, là, on se posera les problèmes, ayant choisi h égalant, c'est calculable ou pas. C'est une question, disons la vérité, que ça n'a pas de sens, puisqu'on aura toujours l'intervalle de la mesure, qui nous donnera toujours une valeur finie. Et à l'intérieur de cet intervalle, il y a une imprédictibilité intrinsèque telle qu'aucune suite calculable, aucun réel calculable arrive à capturer, puisque justement, ce n'est pas aléatoire. La fluctuation thermique ou la fluctuation, la perturbation en dessous de la mesure est mieux saisie par l'aléatoire que par l'engendrement effectif.
Donc, et l'aléatoire, c'est quoi? Ben, par exemple, c'est l'aléatoire à la Marty-Löf. Alors, vous tombez sur la mesure en, sur le fait que presque tous, dans n'importe quel intervalle ouvert, presque tous les réels sont aléatoires. Donc, même si on devait parier, hein, du point de vue de la mesure, où se trouvent ces constantes, ben, puisque la mesure en Excel, qui évidemment veut dire presque tous, hein, on dirait elles sont par là. Mais même ceci, ça n'a pas de sens. L'autre accès, c'est la mesure physique. Donc, ce tel quantique où, avec son indétermination et sa borne inférieure, h, ou ce tel classique avec l'intervalle que l'on saisit mieux dans le continu, on a ce marge de l'aléatoire intrinsèque dans le cas de la physique quantique, de l'aléatoire épistémique dans le cas de la physique classique, qu'on ne peut pas éviter, hein, sur lequel on tombe sûrement, et n'importe quelle topologie discrète ou même n'importe quelle structuration calculable des réels arrive à le saisir. Puisque justement, ce qui manque, ce sont les réels aléatoires où on a plus un regard plus fin sur ce qui se passe à l'intérieur de l'intervalle. Puisque ce qui se passe à l'intérieur de l'intervalle, c'est quelque chose qu'on pourrait plutôt considérer comme aléatoire, dans le cas au moins classique. Mais alors, il y a encore une analyse possible, c'est de dire, bon d'accord, mais en bout de compte, le discret est une approximation du continu. Enfin, tout d'abord, ça c'est pas vrai, justement à cause de cette histoire de la sensibilité, puisque si vous faites les discrets, vous aurez une boîte minimale qui est celle induite dans la structure discrète à laquelle vous pensez, et encore une fois, il y aura toujours la possibilité d'une variation, fluctuation en dessous de l'intervalle, qui peut vous donner des trajectoires, des évolutions très différentes. Donc, déjà, dans un raisonnement tout à fait classique, c'est évident que ce n'est pas vrai. Mais ce qui est intéressant, que les analystes, ceux qui travaillent en analyse numérique, effectivement, ont ce problème de façon massive et savent le traiter. Mais comment? Avec des résultats qui s'appellent lemme des poursuites. Shadowing lemmas, en anglais, que je ne vais pas formaliser entièrement. Ça dépend des cadres et ça marche dans certains systèmes dynamiques qui s'appellent hyperboliques, donc il faut un certain nombre de bonnes conditions, ça ne marche même pas partout, qui dit exactement le contraire de cette intuition grossière qui serait de dire que le discret, après tout, est une approximation du continu. Ils disent le contraire, dans le sens qu'ils disent que le continu est une approximation du discret. Dans quel sens? Ils disent que, sous tout un tas de conditions, si vous avez une orbite discrète, il existe une trajectoire continue qui en est une approximation. Donc c'est le contraire qui est valable. Mais c'est très important, puisqu'il vous dit que votre trajectoire, votre attracteur sur l'écran ou n'importe quoi, après tout, n'est pas si mauvais si vous êtes dans ces bonnes conditions, puisqu'il y aura quand même une trajectoire continue, donc qui fait référence à une analyse du continu du système physique que vous êtes en train d'observer, et qui est une bonne approximation. Hein. Donc, il y a un renversement qui j'insiste, est très important, très positif. Ce qui se passe sur l'écran, dans la machine à état discret, ce n'est pas sans sens. Il y a quelque part une trajectoire continue qui ne démarre pas nécessairement du même point, en principe pas du même, justement dans un intervalle assez petit, près du point initial de la trajectoire discrète, et qui va l'approcher indéfiniment. Donc, il y a là à réconcevoir un peu une approche naïve du discret en tant qu'approximation du continu. C'est pas ça, c'est plutôt le contraire, et quand ça marche, puisque les conditions sont plutôt restrictives, c'est pas toujours vrai. Ok, je voulais terminer avec ceci, qui en fait aurait dû être la fin de la dernière séance. Et je vais passer maintenant à un résultat de incomplétude concrète. Bon, d'accord. Ça, je n'en ai plus besoin. Je ne sais pas comment.
En effet, on revient dans un cadre qui est toujours celui du discret, de la décidabilité, qui est relativement pertinent à ces analyses du contenu dynamique avec du discret. Il s'agit encore une fois de faire des passages à la limite, et j'en ferai des types conceptuels, c'est-à-dire je devrais faire référence à la fin à d'autres passages à la limite, celles qui sont vers les ordinaux, ou plutôt du point de vue de l'analyse que je vais développer, du point de vue ce que j'appellerais un jugement géométrique sur la suite infinie des entiers. Je vais le faire dans le cadre d'une analyse de la preuve d'un théorème désormais classique qui s'appelle de Kruskal-Friedman. Enfin, il est une variation finitaire d'un résultat des 61 de Kruskal sur les arbres finis, et revu et rendu arithmétique en 82 par Harry Friedman. Ce qui est intéressant, c'est que Harry Friedman a écrit un manuscrit qui n'a jamais été publié, avec un résultat absolument remarquable, dont on va parler. Mais après, bientôt, il y a eu tellement d'analyses de ces théorèmes que dans un volume édité par Harrington de 85, évidemment, vous trouvez toutes ces références dans la bibliographie, dans les notes. Le volume entier est dédié à ces résultats. Il y a 5 ou 6 articles au moins qui discutent, revoient la preuve, en donnent des variantes, etc. Rendent lisible l'écriture mathématique du manuscrit, pas toujours très accessible. Donc, de quoi s'agit-il? Comme vous avez vu, et comme j'ai insisté longtemps, la force du théorème de Gödel d'être un théorème dont la preuve, les traitements, les énoncés sont purement formels, c'est un jeu à l'intérieur du langage arithmétique, avec une procédure diagonale très astucieuse, avec cette idée de la gödelisation et de la calculabilité qui en sont au cœur, mais qui, évidemment, a les limites de ne rien dire sur les énoncés de l'arithmétique intéressants. Par contre, maintenant, je vais vous donner un énoncé qui est intéressant, c'est-à-dire qui dit quelque chose sur des arbres finis, des structures donc arithmétisables, hein, et qui a plein d'applications, en particulier suite aux applications possibles du théorème de Kruskal. D'abord, on va voir qu'est-ce que dit le théorème de Kruskal. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un ordre partiel? C'est une relation transitive, réflexive et antisymétrique. Un ordre partiel est bien fondé s'il n'y a pas de suite descendante il n'y a pas de suite descendante. Donc, une relation stricte, hein, bien fondée. Un bon ordre est un ordre partiel bien fondé et qui est aussi total. Donc, toute paire d'éléments de l'ordre sont comparables. OK? Les entiers. Les entiers, mais ça, c'est l'enjeu, justement, à discuter. Le bon ordre des entiers. J'espère que vous savez qu'est-ce que c'est qu'un arbre. En mathématiques, les arbres poussent vers le bas, mais je crois, puisqu'on commence à écrire les tableaux d'en haut, mais en tout cas, ils sont comme ça, hein. Nous allons parler seulement d'arbres finis. C'est quoi un arbre? C'est un ordre partiel. C'est un ordre partiel avec un plus petit élément qu'on va appeler la racine. Ça, c'est la racine. Tel que n'importe quel nœud on prenne, l'ensemble des x plus petit égal à a,
est un ordre total. Donc, un arbre est un ordre partiel tel que possède un plus petit élément, et n'importe quel élément on prenne de cet ordre partiel, tout ce qui le précède jusqu'à la racine forme un ordre total. Ça, c'est la branche qui de A remonte jusqu'à la racine, ou de la racine descend jusqu'à A. Puis on peut défendre, donc si T c'est un arbre, l'inclusion dans T', c'est une fonction H injective qui préserve H de inf AB est égal à inf de H de A, H de B, où A et B sont deux nœuds dans l'arbre. Bon, même l'intuition vous aide. Être inclus dans un autre arbre, vous le prenez, vous le plongez dans l'autre arbre en préservant les infs. C'est vraiment, celui-ci, évidemment, c'est un sous-arbre. Donc, il y a un ordre partiel entre les arbres qui eux-mêmes, ce sont des ordres partiels. Alors, le théorème de Kruskal 61 est le suivant. Pour toute suite infinie d'arbres finis, T1, T2, T3, etc., il existe I et J dans l'ordre, I plus petit que J. Donc, votre suite infinie est donnée telle que TI est inclus dans TJ. Pour toute suite infinie d'arbres, il en existe deux, d'arbres finis, suite infinie d'arbres finis. Il en existe deux, tels que un est inclus dans l'autre, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste. OK? Regardez, c'est pas si évident, hein, puisque vous me dites, c'est un ordre partiel très riche, vous comprenez, c'est des arbres finis, mais peuvent être énormes. Hein? Donc on peut dire, je suis tellement astucieux que je vais engendrer une liste où je suis capable de ne pas avoir les précédents comme sous-arbres. Eh bien non, c'est impossible. C'est impossible. Évidemment, quand vous en avez deux, vous en avez une infinité de paires, puisque vous prenez la partie restante de l'arbre, hein, la partie qui reste, et vous avez à nouveau deux arbres qui se comparent, et ainsi de suite. Alors, ceci a deux conséquences importantes. Il n'y a pas de suite descendante possible, infinie. Avec une inclusion stricte, évidemment. Il n'y a pas de suite descendante possible, puisque elle-même, ça serait une suite infinie d'arbres, et on pourrait appliquer le théorème à n'importe quelle sous-suite avec cette propriété. Pas de suite infinie totalement désordonnée. Désordonnée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir là-dedans une suite infinie d'arbres qui ne se comparent pas, puisque vous devez pouvoir trouver, même dans une sous-suite, qui est une suite infinie, deux arbres qui se comparent. Hein? Donc, il n'y a pas de suite descendante, il n'y a pas de suite totalement désordonnée. Et donc, un corollaire évident de ceci en particulier, mais même de cela, que si vous pouvez immerger une suite infinie d'arbres dans un ordre partiel, alors cet ordre partiel est bien fondé. Est bien fondé. N'admet pas, puisqu'être bien fondé, souvenez-vous, veut dire qu'il n'admet pas des suites descendantes. En plus, en fait, il ne pourra pas avoir des suites totalement désordonnées. Hein?
Donc, il y a déjà deux conséquences. Pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est les ordinaux, peuvent comprendre que c'est important. Mais ce n'était pas la pensée des Kruskalts, ça c'est un des nombreux résultats intéressants de la combinatoire finie sur les arbres. Et la preuve n'est pas particulièrement difficile, mais très délicate. Et on va justement y arriver à la fin, puisque c'est là qu'on voit le passage non constructif, non arithmétisable. Comme il est énoncé, ce n'est pas de l'arithmétique. Pourquoi? Puisqu'il dit, pour toute suite infinie, et ça on ne peut pas le dire en arithmétique, suite infinie. Un arbre fini, ça s'encode avec un nombre, il n'y a pas de problème. En Gödelise, la structure, on l'encode avec un nombre entier. Donc, un arbre fini, on l'arithmétise. Une suite finie d'arbres finis, on l'arithmétise. Mais on ne peut pas dire pour toute suite infinie en arithmétique. Okay? Donc ça, c'est un résultat de la théorie combinatoire des arbres. Et ce qui est intéressant, qu'il a nombreuses applications. Et c'est la raison pour laquelle les informaticiens et mathématiciens le rencontrent, qu'il a des applications à informatique mathématique, puisque ça sert à démontrer la convergence de certains systèmes de réécriture. Entre autres, hein, il a plein d'applications, en particulier des applications en informatique. Donc c'est une chose qui était connue, utilisée, appliquée. Bon, Friedman en a donné une version arithmétisable. Hein. Attendez, mais avant, peut-être je dois vous dire une chose importante sur la question des ordres des ordinaux. Je n'ai pas du tout mentionné le passage qui est très important qui s'est fait avec Gentzen en 1935. Gentzen donne une extension de l'induction qui va s'appeler epsilon 0 induction, basée sur la construction ordinale de Cantor. C'est-à-dire, vous savez qu'on peut aller au-delà de oméga. Il y a oméga plus 1 à faire, oméga plus n, oméga plus oméga, etc. Ceci, on peut l'appeler oméga 2. Mais puis alors, on peut faire oméga oméga, etc. Ça sera donc oméga carré. Mais puis on peut faire oméga 3, oméga n, et pourquoi pas oméga oméga. On peut continuer avec ce jeu jusqu'à dire oméga puissance oméga à l'infini. Si on appelle ceci epsilon 0, ben, il est facile à observer qu'epsilon 0 est le plus petit point fixe de l'équation x égale oméga x. Donc, c'est un ordinal relativement grand, pas particulièrement grand, hein, puisque c'est un ordinal limite que l'on rencontre assez rapidement comme point fixe de cette équation. Ce qui Gentzen a fait a démontré que si on fait l'induction, non pas jusqu'à oméga, qui est l'induction finitaire, jusqu'à oméga, ça veut dire plus petit qu'oméga, c'est-à-dire en faisant l'induction sur un nombre fini. Hein. Mais si on fait l'induction jusqu'à epsilon 0, c'est-à-dire en prenant, dans un certain sens, une infinité d'hypothèses jusqu'à epsilon 0, on peut démontrer la cohérence de l'arithmétique. L'objection à faire immédiatement est de dire, ben, encore une fois, vous me démontrez par une extension de l'induction la cohérence de l'induction de l'arithmétique dont l'axiome principal est l'induction. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'utilise pas l'induction sur toutes les formules, mais sur une sous-classe des formules. Alors, c'est quand même intéressant. Et puis, disons, ça reste dans un cadre purement inductif. Hein. Ce jeu a été étendu. Il y a toute une hiérarchie qui s'appelle la hiérarchie de Veblen, qui permet de continuer par cet entrelacement de successeurs, limites, points fixes, et qui permet de continuer l'induction. En particulier, il y a un ordinal intéressant qui s'appelle gamma 0, qui s'appelle le premier ordinal imprédicatif, puisqu'il est défini comme limite, mais sur la base de la définition de tout ce qui les précède, y compris son propre limite, soi-même comme limite. Donc, c'est un ordinal beaucoup plus grand qu'epsilon 0 qui prolonge cette construction. Donc, il y a une analyse
très importante, l'analyse ordinale qui s'est développée, qui nous dit certaines choses sur la force relative des théories, qui malheureusement a été considérée un peu trop et trop longtemps comme la bottom line, comme le cœur de la théorie de la preuve, tandis que voilà, c'est une branche intéressante, surtout pour comparer la force des théories. Avec cette théorie, j'obtiens la cohérence de cette autre théorie grâce à cette ordinale ou cet autre ordinal. Et donc, on a des informations. Mais évidemment, l'histoire se prolonge à l'infini, puisque si on prend l'arithmétique avec l'epsilon 0 induction, qu'est-ce qui nous dit qu'elle est cohérente? Pour le démontrer, je dois démontrer avec un ordinal plus grand. Hein. Donc, ça sert à comparer les théories, mais certainement, ce n'est pas une réponse, disons, fondationnelle aux questions de la cohérence, hein, en aucun sens. Bon, sachant tout ça, qu'est-ce qu'a fait Harry Friedman? Donc, les théorèmes est une version finitaire du théorème de Kruskal, dans le sens qu'il dit cela. Pour tout n, il existe m tel que pour toute suite finie d'arbres, T1, Tm, pas trop grand, c'est-à-dire il faut que les nombres de nœuds des arbres dans la suite finie ne soient pas plus grands que n qui multiplie i, enfin il vaut mieux mettre 1 pour question technique. Pour toute suite finie d'arbres finis, on parle toujours d'arbres finis, hein. Pour toute suite finie d'arbres finis, il existe i plus petit que j plus petit égal que m, on est dans la suite, tel que ti est un sous-arbre de tj. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'il dit? OK, il y a le théorème de Kruskal qui me garantit l'existence pour toute suite infinie des ti inclus dans tj, dans l'ordre. Ben, ce théorème maintenant nous dit que je peux le trouver à niveau fini. Et même quand on me donne n, qui va servir comme borne à la cardinalité des nœuds de l'arbre, je peux trouver le m qui arrive à saisir la paire d'arbres ti et tg, un inclus dans l'autre. OK? Vous voyez que maintenant, tout est arithmétisable. Bon, tout d'abord, ceci est décidable, carrément. Si vous fixez n et m, donc si vous les fixez, vous avez seulement un nombre fini d'arbres. Puisque ici, il y a une borne, hein, sur le nombre de nœuds. Et donc, vous avez un nombre fini de suites possibles, très grand, hein, très grand. Et vous avez un nombre fini possible. Et donc, il s'agit de comparer, ça c'est calculable, c'est décidable, il n'y a pas de problème à comparer l'inclusion de deux arbres finis donnés. Hein. Vous les comprenez pairwise, 2 par 2, vous dites si c'est vrai ou pas. Si vous avez, donc vous répondez oui ou non de façon effective, décidable, calculable à cette question. L'énoncé est donc un énoncé totalement arithmétisable, énormément de modélisation, il faut modéliser que des arbres, il faut faire énormément de calculs et tout ce qu'on veut, mais lui c'est un énoncé du type pour tout x, il existe y, kf, Kruskal-Friedman, xy, où x est générique pour n, m, etc. Où kfxy est un énoncé arithmétique. D'accord? Donc, on est dans un cadre d'un énoncé d'arithmétique qui est un énoncé mathématique intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nombreuses conséquences du théorème infinitaire de Kruskal sont aussi en conséquence de ce théorème. Donc, c'est un énoncé intéressant d'arithmétique, hein, un énoncé intéressant d'arithmétique qui est toutefois indémontrable. Et ça, c'est la première partie de la preuve, enfin, c'est vraiment ce qui compte
du point de vue technique. Dès la preuve de Friedman, il démontre que l'énoncé formalisé en arithmétique implique la cohérence de l'arithmétique. Hein? Ça, c'est pas évident du tout. C'est un vrai tour de force, une invention riche de contenu, puisqu'il fait une immersion dans gamma 0, donc démontre le bon ordre, et ensuite l'induction jusqu'à gamma 0, et comme conséquence de cette hypothèse, ce qui implique la cohérence de l'arithmétique et de beaucoup plus. Hein. C'est énormément plus fort ce qu'il faut pour la cohérence de l'arithmétique, puisque pour la cohérence de l'arithmétique, il suffit d'arriver à epsilon 0, et ici on arrive à gamma 0, donc c'est énorme. Donc voilà, un énoncé indémontrable, on retombe sur Gödel, un énoncé indémontrable, intéressant. Mais est-ce que c'est vrai? Alors on se pose le problème. Tout d'abord, on n'arrive pas à faire le petit jeu de Gödel, de dire que, je ne sais pas, la négation va impliquer une contradiction. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Et la seule façon de dire qu'elle est vraie, c'est de démontrer qu'elle est vraie sur les entrées, sur les entiers. Donc il faut le démontrer. Hein. Comment le démontrer et tout étant un énoncé de l'arithmétique? Eh bien, maintenant, je vais faire une diversion philosophique et, disons, cognitive. Ah non, tout d'abord, je vais le démontrer comme conséquence, le premier passage, c'est le démontrer comme conséquence du théorème de Kruskal. C'est une conséquence du théorème de Kruskal, et je vais vous en donner la preuve. Disons qu'une suite qui satisfait cette propriété, d'être borné, je les prends toujours bornés par les indices qu'on m'a donnés, on l'appelle bonne. Donc, disons, une suite T1, Tm est mauvaise. Ces choses sont beaucoup travaillées, donc ça s'appelle bed sequence. Désormais, ça fait partie de la littérature sur les arbres finis. Une séquence est mauvaise si il n'y a pas I plus petit que G, plus petit égal à M, tel que TI est inclus dans TJ. Donc une suite est mauvaise s'ils ne contiennent pas deux arbres dans l'ordre inclus l'un dans l'autre. OK? Alors, supposons maintenant d'avoir démontré les théorèmes de Kruskal, mais je vais revenir sur cette preuve. Je vais déduire de Kruskal le théorème de Friedman, ok? La variante finitaire, le théorème de Friedman. Supposons donc que Kruskal est vrai, est démontré, et que le théorème de Friedman soit faux. Donc, qu'il existe n, tel que pour tout m, il existe une suite T1, Tm, mauvaise. OK? Supposons que ça soit faux. Ben alors, maintenant, je vais organiser ces suites d'arbres comme un arbre. Je prends un arbre dont la racine est l'ensemble vide. J'y mets comme fils des arbres, tous les arbres finis que je peux donner, avec la borne sur Nm. En général, au niveau M, ça disons c'est le niveau M égale 1, au niveau M, je mets comme nœud les suites mauvaises T1, Tm, qui existent. J'ai fixé N. Et pour tout M, donc pour tout niveau, ils existent des suites mauvaises. Et comment je les mets là-dedans? Je les mets de façon telle que la branche qui remonte est faite de suites initiales de la suite dans le nœud. Donc, un nœud de l'arbre, c'est une suite finie d'arbres. Et comment ai-je fait la construction? Ben, je l'ai faite de façon que le nœud qu'on trouve en remontant sont les sous-suites initiales de la suite mauvaise qui est placée dans le nœud. Or, évidemment, une sous-suite d'une suite mauvaise est mauvaise.
Il n'y a pas de doute. Puisque mauvais, ça veut dire qu'il ne contient pas, hein, le pair. Alors, pour le lemme de Koenig, ah, mais peut-être vous ne connaissez pas le lemme de Koenig. Alors, je démontre le lemme de Koenig, c'est pas difficile. Qu'est-ce que c'est le lemme de Koenig? Lemme de Koenig dit la chose suivante. Lemme de Koenig. Tout arbre infini à branchement fini contient une branche infinie. OK? C'est-à-dire, je prends un arbre à branchement fini. Hein? S'il est infini, il doit avoir une branche infinie. Bon, la preuve est facile. C'est-à-dire, supposons qu'il y ait un niveau tel que tous les nœuds ont seulement un nombre fini de successeurs. Ben, alors, l'arbre serait fini. OK? Donc, il existe quelque part au moins un nœud qui a un nombre infini de successeurs. Je prends ce nœud-là, OK? Et bien, donc, quand je passe à ses fils directs, s'ils étaient tous avec un nombre fini de successeurs, pof, lui-même étant un arbre infini, j'appliquerai les mêmes raisonnements. Donc, il doit y avoir au moins un nœud qui a un nombre infini de successeurs, ainsi de suite. La preuve est hautement non constructive, puisque comment choisir un nœud qui ait un nombre infini de successeurs? OK? Donc, c'est un théorème non constructif, mais ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'arithmétique plus auquel on ajoute comme axiome le lemme de Koenig, donc c'est une extension infinie de l'arithmétique, elle est conservative sur PA, c'est-à-dire ne démontre pas plus de théorèmes. Si vous prenez un énoncé de l'arithmétique et PA plus Koenig démontre A, alors l'arithmétique démontre A. Donc, l'ajout du lemme de Koenig, tout étant infinitaire, parle d'arbre infini, n'ajoute pas d'expressivité à l'arithmétique, dans le sens que si vous prenez un énoncé finitaire de l'arithmétique, si vous le démontrez par Koenig, en fait, vous pouvez le démontrer par A. Donc, ici, je ne suis en train de faire rien de dangereux. Rien de dangereux. Je reste, s'il y a une démontrabilité arithmétique, je ne la change pas par cet usage. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit le lemme de Koenig dans ce cas? Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait un arbre dont les nœuds sont les suites mauvaises. Tous les nœuds sont des suites mauvaises. Et en fait, en remontant, je ne fais que parcourir les sous-suites initiales et des suites de la suite qui se trouve dans un nœud. Mais puisque à tout niveau M, je trouve des suites mauvaises, cet arbre est infini. Il est à branchement fini à cause de la condition de la borne sur la cardinalité de nœud dans un arbre que j'ai là. Il est à branchement fini. Mais il est infini pour tout M. OK? Ben alors, pour le lemme de Koenig, il y a une branche infinie. Il y a une branche infinie. C'est-à-dire, il y a une suite T1, T2, T3, telles que tous ces sous-suites sont mauvaises. Mais alors, ceci est contre le théorème de Kruskal. Puisque le théorème de Kruskal, tôt ou tard, va trouver deux arbres comparables. Et la suite qui rattrape, finit, mais qui arrive jusqu'à ces deux arbres comparables, elle est bonne. Elle n'est pas mauvaise. D'accord? Donc, tel qu'il est, la vérité de l'énoncé arithmétique
arithmétique. Encore une fois, ça c'est un énoncé. Pour tout x existe y, k, x, y, kf. x, y est un énoncé d'arithmétique, bien écrit dans le langage d'arithmétique. Il est la conséquence démontrable, sans ajout de rien de dangereux du point de vue de la démontrabilité de l'arithmétique, d'un énoncé qui est toutefois infinitaire, celui de Kruskal. Mais alors, où est-ce le problème? Le problème ne se situe pas là. Pourquoi cet énoncé est formellement indémontrable? Vous avez compris que je suis en train de dire si les théorème de Kruskal est vrai, ça a été démontré, ce qui est le cas. Aussi, l'énoncé est vrai de Friedman est vrai, puisque je l'ai démontré. Et ce n'est pas trop difficile. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que je voulais faire l'interruption cognitive philosophique, que je me demande si je ne devrais pas... Oui, faisons une interruption de 5 minutes. Avant de mettre en évidence, non pas la preuve, qui quand même est relativement compliquée de ce théorème, mais où est-ce que le point, la ligne dans un certain sens, où il y a l'indémontrabilité, où l'arithmétique ne pénètre pas. Faisons une petite prémise. La suite numérique, cette expérience conceptuelle que nous partageons, fort justement Brouwer, pour l'intuitionnisme, considère la suite numérique du temps discret comme le fondement de l'intuition mathématique. Il y a cette trueness of time, le temps présent que de façon discrète donne l'instant successif. Cette suite, elle est lieu du regard silencieux du mathématicien qui fait la construction effective. Et ceci, disons, tout à fait en accord avec la théorie de la calculabilité qui procède par pas discrets dans le temps, dans un temps, dans le cas de la machine isolée qui est un temps totalement artificiel, mais quand même, c'est une scansion temporelle. Donc, il y a ce rôle du temps dans la filière intuitionniste qui est crucial, dans le but d'organiser la suite numérique discrète croissante. Mais le concept de nombre n'est pas seulement le résultat de ce genre d'expérience, puisqu'on en a bien d'autres. J'ai fait beaucoup de références ici, j'ai fait dans de nombreux articles au livre de Stanislav Dehaene de 1997, La bosse des maths, ou le sens du nombre, comme a été traduit en anglais, je crois aussi en italien. C'est un livre très intéressant et nous montre comme... il y a énormément de travaux sur ça, mais enfin, ça, c'est une belle synthèse. Nous partageons avec nombreux animaux la pratique du petit comptage, donc le jugement numérique sur des petits nombres, la reconnaissance des petits nombres, l'ordonnancement d'un petit nombre de choses, les savoir mettre en ordre. Donc, l'expérience du petit comptage, l'expérience cardinale et ordinale, ordre et comptage. Et je dirais que la constitution du concept est justement l'invariant de cette pluralité d'expériences. Je ne pense pas qu'on puisse, pour constituer un invariant, faire référence à une seule expérience, quoique cruciale, comme certainement celle du temps. C'est justement le fait qu'à niveau conceptuel et grâce au langage, on constitue cet invariant langagé, qui est le concept du nombre, qui justement fait référence et signifiant pour nous, puisque derrière nous avons l'expérience du temps discret qui s'écoule, du petit comptage, cardinal et ordinal, du rangement. Qu'est-ce qui ajoute le langage d'une façon cruciale? Le fait qu'on peut itérer. On fait plus en et on continue. Puis on le remet dans l'espace. Donc il y a là une organisation spatiale qui se fait sur une construction qui certainement au début a besoin de la référence spatiale comme le petit comptage, l'ordonnancement que l'on partage avec pas mal d'animaux. Donc, il y a la constitution d'un invariant qui deviendra conceptuel. On sait faire plus en et on sait le faire sans s'arrêter. On continue indéfiniment à engendrer la suite numérique discrète et infinie croissante. Au point que ça se stabilise, même dans l'imaginaire de nous tous, quand on est assez mathématisé. Par exemple, pensez un instant à la suite des entiers. En principe, vous la voyez aller de gauche vers la droite, croissante. Fermant les yeux, elle est là, croissante. Certains la voient devant, peut-être. Les Arabes la voient de droite vers la gauche, puisque ça va avec le sens de l'écriture. Mais ceci est une intuition très stable.
elle est tellement stable qu'elle entre dans la pratique des mathématiques. Tout d'abord, même dans les mathématiques de tous les jours, dans le sens il y a ce que Dehaene appelle le snark effect. C'est quoi? C'est l'effet que nous faisons des comparaisons mentales non exactes entre quantités qui vont avec le logarithme de la valeur de ces comparaisons. C'est-à-dire, nous faisons des comparaisons relativement fines pour de nombres relativement petits. De plus ils sont éloignés, de plus nous faisons comme le logarithme, les comparaisons entre elles, les différences se font par le logarithme. Donc ça devient de moins en moins fin. Donc ce regard sur la suite numérique est constitué d'une pratique langagère humaine largement commune à l'humanité, sauf que, évidemment, dans des cultures différentes, on les range différemment. Mais quand même, une humanité suffisamment mathématisée. Si vous prenez même dans nos cultures des gens qui ont eu très peu de scolarité, par exemple, il paraît qu'ils ne voient pas les nombres sur une droite. Ils le voient, qu'ils montent, descendent, font comme ça, puisqu'ils ne les ont jamais organisés dans un cadre où ils ont appris qu'est-ce que c'est qu'une droite réelle. Donc il y a une construction qui demande une activité culturelle derrière. Même si ça peut différer de droite à gauche, de gauche à droite selon les cultures, mais ça se stabilise avec assez de maths sur une ligne. Pas beaucoup, juste un niveau scolaire acceptable. Mais qu'est-ce qui fait les mathématiciens dans ce cadre? Deux mathématiciens qui discutent, dont un prouve un théorème, par exemple, dit tranquillement, cet ensemble que je viens de définir est non vide, cet ensemble de nombres entiers est non vide. Donc, il possède un plus petit élément. L'autre est immédiatement d'accord. En sous-ensemble générique des entiers qui n'est pas vide, possède un plus petit élément. Ben, vous voyez, vous avez votre ligne numérique discrète. Si vous prenez un sous-ensemble générique non vide qui contient un élément, il y en a un plus petit, puisque c'est un discret. Vous reculez jusqu'au point où vous trouvez le plus petit. Et ceci, indépendamment de comment vous avez donné la définition de votre ensemble. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que si vous suivez dans les deux ou trois preuves qu'il y a dans le livre de Harrington, du théorème de Friedman, donc en passant par Kruskal, il démontre ceci d'abord, pour arriver à démontrer Friedman, comme j'ai fait. Ou même, il y a une très belle version d'Angalier. D'Angalier, c'est un texte de 1995, en tout cas vous trouvez dans les références, qui a été revu et téléchargeable de Jean Gallier. De sa page web, je trouve que c'est la plus belle présentation du théorème de Friedman-Kruskal. Cette page web, je présente une version de 2002, il me paraît. C'est très bien fait, et lui aussi, comme tous, à un certain moment, enfin justement ce passage. Comment arrive-t-il ce passage? Ben, disons, la preuve, relativement complexe, pas trop, procède par l'absurde en travaillant de la façon suivante. Supposons qu'il existe une suite infinie mauvaise, donc que ça démarre quelque part, qu'il y a une suite finie mauvaise. Et bien, la preuve encode les arbres sur les entiers, extrait de façon itérative une sous-suite minimale, en prenant sur la longueur, donc, qui est un entier, la longueur d'un arbre est un entier, la cardinalité, la longueur, je veux dire, le nombre de nœuds d'un arbre est un nombre entier, et on prend le plus petit de cette suite prétendue mauvaise qui devrait exister. Donc, on se dit tranquillement, j'ai un ensemble d'entiers qui est non vide, que je suppose ne pas être vide. La cardinalité, le nombre de nœuds des arbres de cette suite mauvaise, donc qui est un entier, j'ai un sous-ensemble des entiers que je suppose non vide, il y a un plus petit élément, je le prends, on fait ceci successivement et on arrive à une contradiction puisque la minimalité donnerait une suite mal fondée, ce qui était possible. Donc, la construction fonctionne par l'absurde avec ce passage que même des gens comme Friedman lui-même dans sa preuve, ou Simpson, qui est vraiment un formaliste très ferme, dans la preuve de 85, tout tranquillement, il écrit, il y a un certain ensemble non vide, suite mauvaise, il doit y avoir un plus petit élément, blablabla, et ça continue. Donc il y a une ligne de la preuve où on utilise
ce regard sur la suite numérique, partagé par tous les matheux, y compris des superformalistes, qui tranquillement vont à la ligne successive en disant, bon, mon ensemble est non vide, donc il possède un plus petit élément, blabla, la preuve continue, et c'est pas possible, on est absurde, donc il n'y a pas de suite mauvaise. Et comment ça fonctionne? Donc, ça fonctionne avec une référence à ce que j'appelle un jugement géométrique sur les entiers, hein, qui est prégnant, qui est signifiant. Évidemment, on peut nettement raffiner, c'est-à-dire on peut passer à une analyse ordinale, ça a été fait par Rajam et Bayerman en 1993, qui ont analysé de près la construction. Ils ont démontré que cet ensemble d'entiers qui est une suite mauvaise est un ensemble non arithmétique qui s'appelle sigma en, c'est-à-dire il contient une quantification sur une fonction, une quantification existentielle sur une fonction. Donc on peut faire une analyse très fine et démontrer que pour le dérivé correctement en théorie ordinale, il faut faire une induction justement jusqu'à et au-delà de gamma 0. Hein. Donc il y a une analyse formelle et tout ça qui craque tout ça. Mais jusqu'à ce travail-là, qui quand même est très intéressant, me dit les niveaux de la cohérence relative de la théorie, c'est-à-dire c'est beaucoup plus de l'epsilon 0 qui correspond à la cohérence de l'arithmétique, et en fait, ceci implique pas seulement la cohérence de l'arithmétique, mais la cohérence d'extension très forte de l'arithmétique. Et donc on peut faire cette analyse, mais ceci n'empêche que la fiabilité de cette preuve, parfaitement solide, est donnée par ce jugement géométrique qui fait référence à une structure de l'espace. Je dirais un gestalt. Hein. C'est la gestalt des entiers qui est le regard que tout mathématicien partage, qui en effet est le seul lieu de la certitude. Vous comprenez, ici on peut continuer indéfiniment, ça c'est très fin, mais c'est incroyablement difficile. Ce développement, cet article est formidable, mais c'est en dehors de ce que je dirais une attribution du sens à la preuve. Hein. C'est-à-dire, à niveau formel, est-ce que c'est conséquence des actions de l'arithmétique de Peano? Non. Ah non, pas du tout. Ah ben, il faut monter l'induction jusqu'à gamma 0, qui est énorme, on est très loin. Ça, c'est une analyse de l'indémontrabilité. Il faut au moins aller jusqu'à gamma 0 pour le démontrer dans un cadre ordinal. Mais tout était très infinitaire, hein, très infinitaire. Mais ceci, dans mon opinion, c'est une analyse fine, difficile, qui compare les théories. Mais dit par exemple, la cohérence est seulement epsilon 0, ici j'ai énormément plus, tout ce qu'on veut. Mais ça n'ajoute ni certitude, ni sens. Hein. Tandis que le jugement géométrique est ce qui est pratiqué. Et ce qui est pratiqué, c'est une gestalt partagée. Et partagée dans ce sens qui nous ramène à la vision de maths de Poincaré. Pour différentes raisons. D'abord, puisqu'on a placé une structure là derrière, un peu comme la preuve du petit Gauss que je vous ai donné le début. Sa structure. Hein, et là, il y avait ici, puis on renversait, et on faisait quelque chose de très simple, mais il y a derrière une structure de la preuve. Et Poincaré fait une très belle remarque contre cette déstructuration arithmétisante à Hilbert. Il dit, mais la preuve est en structure. La preuve en géométrie. Et c'est un peu ce que Jean-Yves Girard est en train de développer depuis les années 80, la géométrie de la preuve. Hein. Donc, où il y a une structure des régularités, des symétries, hein, des corrélations à établir entre les différentes parties de la preuve qui participent de la déduction. Et ceci, une gestalt comme celle des entiers, participe de la preuve dans la pratique mathématique. L'idée de vouloir l'exclure pour rendre tout potentiellement mécanisable nous mène à ça, qui est très intéressant, mais disons un peu hors du monde, et disons la vérité, les mathématiciens s'en foutent carrément, hein, puisque ça c'est vraiment tout à fait indépendant. Personne jamais va essayer de remplacer la phrase qui s'échange de mathématiciens en disant cet ensemble d'entiers est non vide, donc le plus petit un élément, en développant une analyse de ce genre. Hein. Il y a des tentatives, mais faites toujours par des logiciens dans leur propre monde. Ce n'est pas vrai que disons, ces démonstrations pas formalisées sont des démonstrations dans une quelque théorie des ensembles.
pas bien précisé. Oui, formel, pourvu qu'il y ait soit des natures infinitaires. Si on formalise ce passage-là, et tout à fait. On peut gérer les ordinaux dans une théorie des ensembles, mais avec des quantifications infinitaires et la remontée de l'induction jusque là-bas. Ça veut dire que le concept étatomicien, celui qu'utilise vraiment le mathématicien. Ouais, plutôt. Ça existe, quoi. C'est le mathématicien qui attribue en réalité une ontologie propre à ce que j'appelle, c'est une gestalt constituée d'une pratique, enracinée très loin, c'est-à-dire dans la constitution de cet invariant qui est le nombre, qui dépend d'une pluralité d'expériences actives sur le monde. Il faut compter. Et là aussi, je pense que l'idée de Poincaré est vraiment, et le cadre conceptuel est une bonne référence, puisqu'il nous enseigne que l'intuition n'est pas l'intuition ce qu'on voit. L'intuition est l'intuition de ce qui peut être fait. Donc, c'est l'activité qui est constitutive de l'intuition. Donc, c'est le comptage actif, c'est le placement sur la ligne droite des entiers et le geste. Poincaré dit justement que l'appréciation de la distance d'un point, c'est imaginer le parcours qu'il faut faire pour l'atteindre. Donc, c'est une activité qui constitue l'intuition. On n'a absolument pas besoin d'avoir une ontologie hors du monde du nombre, mais l'apprécier comme un constitué de ces pratiques humaines les plus universelles qu'il y ait, au point qu'on le partage avec les animaux. Il précède le langage. Mais évidemment, il faut le langage pour faire plus en, d'une façon indéfinie, enfin sans arrêt. Non, il faut le langage pour concevoir le fait que ça ne se termine pas. Et même, il faut le débat métaphysique pour dire, bon, je prends l'infini là-bas, comme je dis tout à l'heure. Pensez par exemple que l'analyse cardinale et ordinale développée par Cantor, elle reprend le débat métaphysique. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas que Cantor était au hasard très religieux. Il faut cet engagement sur l'infini qui très longtemps était corrélé à des pratiques métaphysiques comme la perspective dans la peinture italienne, qui est un engagement de l'infini dans le tableau. Et Cantor a aussi un drame personnel, puisqu'il invente plusieurs infinis qui se succèdent, de nouveautés, et étant très religieux, il se pose, bon Dieu, et le Dieu, où est-il? Il a plusieurs infinis, et alors, il a tout un échange épistolaire avec un évêque aussi, sur ça. Mais il s'est dit, bon, le Dieu, il y aura, avec Cantor et après, la hiérarchie ordinale et cardinale, et dit, Dieu est la limite de tout ça. Et donc, il est, au bout de compte, bon, ça, c'est une réponse possible, c'était son problème. Mais ces constructions conceptuelles qui ont cet enracinement particulier sur des pratiques humaines, par exemple, là, c'est là de l'infini, la nôtre. Je ne sais même pas si je mentionnais dans mon premier cours, mais les Chinois n'ont pas de perspective, puisqu'ils n'ont pas d'infini en maths, jusqu'à l'arrivée des jésuites, qui l'emportent. Leur métaphysique n'est pas infinitaire. Non, ils ont une vision du monde tout intégrée, très intéressante, ils n'ont pas l'infini. Et jusqu'à l'arrivée des jésuites, 17e, 18e siècle, ils n'ont pas de perspective en peinture. Ils ont des remarquables peintures avec une perspective comme chez les Romains ou chez Giotto en partie, puisqu'il n'y a pas l'infini dans le tableau, comme dit Alberti de la perspective italienne. Et voilà, donc là, il y a cette contingence culturelle qui toutefois entre dans la pratique mathématique, a un apport à l'abstraction absolument remarquable, et ceci devient aussi l'intuition constituée du mathématicien, qui n'est pas quelque chose de stable, et ce savoir-faire qui se constitue et s'articule dans le langage et la pratique mathématique. Donc, je reprends ici ce que j'avais dit au début de mon cours, ces rôles d'entrelacement entre variété de pratiques humaines, le contexte métaphysique même de la construction mathématique, qui n'est pas en dehors du monde, mais elle nous donne ces composantes du langage, de la pratique de la géométrie, relativement les plus stables et les plus invariantes. Il s'agit chaque fois de donner des définitions qui fonctionnent en gardant stabilité et invariance. C'est pour ça, dès le début,
là, c'est caractère de transférabilité culturelle. Chaque fois qu'il y a un enracinement, évidemment, sur des gestes communs. C'est évident que c'est pas facile de faire digérer à quelqu'un qui n'a pas la pratique numérique le concept général des nombres. Il y a ces travaux très intéressants de l'équipe toujours de Stanisław Dehn, de Pika et d'autres sur le Munduruku. C'est un groupe, un peuple en Amazonie qui ont le troc, et un comptage qui arrive, je crois, 1, 2, 3, 4, qui disent beaucoup après ça. Donc, absolument, ils n'ont pas la vision ordonnée des nombres et tout ça. Mais étant ayant une pratique de l'espace très fine, ils ont des activités spatiales très organisées, de l'organisation de l'espace de leur village, tout ça. Et du point de vue de, par exemple, la reconnaissance des longueurs, des individuations des symétries, ils ont fait beaucoup d'expériences avec des écrans de façon dialogique. Ils font aussi bien que nous, hein, parce qu'ils pratiquent l'espace comme nous le faisons. Mais sur les nombres, évidemment, ils n'arrivent pas plus loin que 4 ou 5, je ne me souviens plus. Ils disent beaucoup. En cela, le troc est une limite importante. Dans le sens qu'il n'y a pas besoin de cette généralisation extraordinaire qui est la monnaie. Ce n'est pas un hasard que la monnaie frappée démarre en Grèce au même temps que la philosophie et les mathématiques. 7e et 6e siècle. Hein, c'est la même époque, c'est très abstrait. C'est quelque chose qui est hors du monde, qui donne une valeur à n'importe quoi, à tout objet du monde, hein, auquel il faut apprécier intrinsèquement la valeur. C'est pas qu'il faut sans la peser, simplement puisqu'il y a l'image de Crésus, l'inventeur de la monnaie complète, c'est pour l'échange universel en Grèce. Donc, ce sont ces passages qui sont le début chaque fois d'un monde symbolique original important. Bon, là, c'est pour ça que je me sens très éloigné, d'une part, certainement des approches platoniciennes, quoique je comprends la pratique concrète de mathématiques qui fait le mathématicien pousse à voir cet univers dans lequel il vit comme étant déjà là. Hein. Mais ça, c'est concrètement, je dois énormément à un excellent mathématicien italien, malheureusement décédé, Ennio De Giorgi, qui était un platonicien intégral aussi, puisqu'il était très religieux. Donc, il y avait une belle synthèse dans la vision philosophique qu'il avait. Et lui, il nous faisait voir les structures même très complexes. Donc, ça fait partie d'une communication de maths. Hein, mais ceci, je trouve, c'est pas une bonne raison pour en faire une philosophie. Encore moins si basée sur la lecture incomplète du premier théorème du Gödel. Mais, ceci dit, encore moins, j'aime les attitudes qui me disent que, d'accord, les mathématiques sont abstraites, symbolique et rigoureuse. Et d'un seul coup, identifie cela avec formel. Ça, je pense, c'est une réduction du sens des mathématiques très, très, très forte. Hein. Donc, dire que ces trois notions sont égales et qu'elles coïncident avec la notion de formalité. Je trouve vraiment que c'est une perte gravissime et formelle dans le sens de suite des signes sans signification maniés de façon potentiellement mécanisable par des règles qui sont des règles de remplacement des suites de signes par des suites de signes. Hein. C'est ça le formalisme strict. Ce qui fait la machine, ce que peut faire la machine. Puisqu'abstrait, c'est une notion très difficile. Je pense, j'ai déjà dit, mais j'insiste que dans mon opinion, il y a une pratique de l'abstraction qui est propre aussi à la reconstitution d'une trajectoire par un animal. Un animal qui se souvient d'une protension, d'une mémoire, d'une trajectoire protensive, donc d'une prévision. La mémoire d'une prévision, c'est abstraite, même s'il n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique. Un invariant qui se détache du monde est abstrait dans la pratique de la chasse. Hein. Il y a de l'abstraction dans l'indépendance des modalités sensorielles. Quand on réagit de la même façon par rapport à différentes stimulations sensorielles, et ceci c'est déjà une constitution d'un invariant, donc les précurseurs de l'abstraction. Comme ces petits comptages qu'on partage avec les animaux, qui trouvent quelque chose d'analogue sur trois objets d'un type ou d'un autre. Hein. Donc ils pratiquent l'analogie entre les deux, tout étant des choses très différentes, trois bips, trois sons ou trois objets.
les mathématiques sont symboliques, c'est évident. Mais que veut dire symbole? Ben, là-dedans, il y a toute une richesse. Le symbole est signifiant, le symbole est à la place d'eux, évocateur de gestes. Ce n'est pas un signe manié de façon mécanique. Le symbole, ça peut être l'idéogramme, c'est le logogramme, c'est l'évocation du sens. Et ceci arrive aussi en mathématiques, puisque justement, comme même en arithmétique, vous avez vu, on fait une recherche du sens due à la pratique de la gestalt numérique. Et ça, c'est du sens. Puisqu'on voit dans l'espace, on trouve le plus petit élément, même si de façon non effective, mais dans cette gestalt incroyablement solide. Les mathématiques sont rigoureuses. Encore une fois, qu'est-ce que veut dire rigueur? Il y a une pratique de la rigueur informelle qui compte énormément en mathématiques, qui se fait dans des différentes communautés, mais avec une grande rigueur qui a des caractères aussi universels, puisque c'est la pratique du raisonnement distillé au maximum, le plus stable possible, mais pas absolument stable. Il n'y a pas d'absolu dans ces pratiques humaines, quoique les plus fines sont données justement en mathématiques. Dans cela, encore une fois, la platitude de cette identification d'abstrait, formel, symbolique et rigoureux est une perte de sens gravissime de l'analyse fondationnelle, qui nous a donné des machines absolument remarquables, qui sont en train d'avoir une influence cognitive et très importante. Je voudrais là terminer pour aujourd'hui. Je pensais vous donner les théorèmes de normalisation. Je peux juste vous dire qu'est-ce que c'est. C'est un autre cas qu'on peut considérer d'incomplétude concrète. Le lambda calcul typé émet des théorèmes qui assurent la terminaison des termes qui habitent dans les types. Ça, c'est un domaine où j'ai pas mal travaillé dans le passé, mais justement, je ne veux pas me plonger dans une autre technicité. Je me rends compte que c'était pas mal technique aujourd'hui. Donc, je dis simplement des théorèmes qui, encore une fois, sont des énoncés du genre pour tout terme, il existe un autre terme T', tel qui est la forme normale T' est la forme normale de T, c'est-à-dire est un terme qui termine. La preuve des théorèmes de normalisation n'est pas du tout simple, en particulier dans le système proprement prédicatif qui s'appelle le système F de Girard, de 70, qui a eu énormément d'applications en informatique comme style de programmation. Ceci n'empêche que le théorème de normalisation, d'une part, c'est très facile à voir que ça implique la cohérence de l'arithmétique. Effectivement, les lambda calcul typés, en particulier dans la version de Gödel de 58, étaient faits justement pour discuter la cohérence de l'arithmétique. Il est fait pour démontrer. Donc, c'est très facile à voir que ça implique la cohérence de l'arithmétique. Donc, ces théorèmes de normalisation que l'on démontre, on ne peut pas les démontrer en arithmétique. Comment le démontre-t-on? La preuve est beaucoup plus difficile que celle de Kruskal ou d'autres choses. C'est le vrai défi, surtout dans le cas du système F, puisqu'il y a des définitions fortement circulaires qui sont très intéressantes, qui sont la raison de succès en informatique du système F, puisque ça permet de définir de façon modulaire les programmes. Mais la preuve utilise une induction très particulière, c'est-à-dire pour démontrer une ligne, il faut faire une hypothèse de 3 lignes très longue, une hypothèse inductive très longue. Et l'intuition fonctionne puisqu'elle a un futur prototype, un peu comme le théorème de Gauss. C'est-à-dire, on fixe un n et on donne une structure d'une preuve qui est un prototype par rapport à cet n. Donc, on bypasse l'induction en sortant dehors. Mais le jugement que cet n soit un entier est quelque chose qu'on peut faire en arithmétique. Et en fait, on a besoin de plus que ça, puisque ça, c'est pour se dire au second ordre, mais on le dit d'une façon que n'est pas formalisable dans le second ordre.
Donc, dans ce cas, on a des raisons différentes pour que la vérité de cet énoncé, qu'on démontre, hein, mais on ne peut pas démontrer en arithmétique. On ne peut pas démontrer en arithmétique. Et cette vérité, donc, passe à côté l'utilisation de l'induction, mais d'une autre façon par rapport à celle faite par l'énoncé de Kruskal-Friedman. Comme vous voyez, tout cela a un sens d'abord, puisque ça permet de faire référence, comme j'essayais de faire, au sens, aux gestalt qui sont sous-jacentes, même en arithmétique. Puisque vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire, on est obligé à sortir du formalisme finitaire pour démontrer de résultats, de géométrie différentielle. Non, on est arithmétique. Hein? Donc, c'est très fort de dire qu'il faut un jugement géométrique, une gestalt, pour démontrer un énoncé de l'arithmétique. On est dans le cadre de l'arithmétique. Évidemment, c'est mon interprétation, dans le sens qu'on peut insister de travailler là-dedans, mais encore une fois, je trouve qu'il y a une perte de sens massive, malgré l'intérêt formel de cette théorie. Donc, il y a une nécessité de faire référence à des significations, et ces significations sont dans l'espace. Pour ceux qui réalisent le travail sur la métathéorie de Hilbert d'une façon ouverte et disent que dans 22, 23, quand ils pensent avoir démontré par induction métathéorique la cohérence de l'arithmétique, c'est à quoi c'est Hermann Weyl qui réagit. Si on interprète d'une façon large la métathéorie d'Hilbert, eh bien, ce que je suis en train de dire, si pour méta-induction, on dit le jugement du bon ordre, le jugement géométrique du bon ordre, oui, c'est ça. Puisque, évidemment, ça implique l'induction. C'est énormément plus fort de l'induction, puisque je suis en train de dire un sous-ensemble générique, pas nécessairement définissable en arithmétique, et possède un plus petit élément. Et donc, c'est ce genre d'analyse qui, à mon opinion, ramène les mathématiques d'abord à des corrélations. On ne peut pas départager le formalisme du sens géométrique. Hein. Et l'arithmétique elle-même, on ne peut pas la départager, et ramène dans ce cadre de signification, et surtout incite, avant de développer une philosophie des mathématiques, de regarder aux preuves, puisque là, Wittgenstein a parfaitement raison. L'essence d'un théorème est dans sa preuve. Hein. Il y a parfois des abus qui oublient cet enseignement que je trouve absolument crucial. OK, pour moi ça va aujourd'hui. J'ai utilisé l'image géométrique pour donner le sens, au-delà du formal. Est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose du algébrique, remplacer géométrique par algébrique? Est-ce que dans votre esprit, est-ce que géométrique, c'est au sens topologique, c'est un sens presque concret, presque sensible, ou est-ce qu'une relation de relation, je peux lui donner un sens par induction? Au sens de Platon, hein, sens de Platon. Il ne s'agit pas d'une induction formelle. Si ces notions ordre partiel et d'automorphisme qui, par exemple, font un lien entre géométrie et algèbre, sont réécrites dans un cadre plus algébrique, ou de géométrie algébrique, pour moi, ça va très bien, il n'y a pas de différence. L'ancrage, c'est au geste dans l'espace. C'est ça la différence où je trouve il faut insister pour se démarquer des fondements de mathématiques en dehors du monde. Hein. Elles naissent dans une friction entre nous et le monde. Ceci n'enlève pas d'objectivité, puisque ces frictions sont objectives. Dans le sens, elles sont dues au choix de ce qu'on voit, des symétries qui sont là, de quelque façon, à des régularités, à des ordres, et des brisures de symétrie. Un ordre, dans un certain sens, c'est une brisure de symétrie. Donc, il s'agit de reconstituer à chaque fois cet espace de l'action humaine dans des espaces d'humanité. Donc, ça peut être un caractère plus algébrisé, moins algébrisé, et ça, je suis tout à fait ouvert. Hein. C'est pas ça la différence. Non, parce que compter, classer, c'est une activité humaine. Oui, tout à fait. Et animale aussi, en partie. Oui. Juste une question. Si, par exemple, on a au cas comme théorème de Kruskal, que, disons, si on fait cette preuve soi-disant formelle avec une intuition géométrie, et après, d'un côté, et après, si on formalise cette preuve,
on voit qu'on a besoin, disons, induction de très Ouais. haut niveau par ordinal. Mais après, les questions, quel est le rapport entre ces deux outils? Disons, est-ce qu'on peut dire, de certains sens, il y a certaines équivalences, quelque chose entre cette intuition géométrie et cet outil des autres niveaux? Comment tu vois ça? Non, je pense qu'il n'y a pas d'équivalence, tout simplement, puisque le jugement géométrique utilisé dans la pratique mathématique, qui est la chose la plus solide, est dans ce cas-là, est dit pour un sous-ensemble générique non vide possède un plus petit élément. C'est ça l'énoncé qui est utilisé dans l'épreuve, je répète, par tous ces gens-là, dont certains sont des formalistes farouches. Jusqu'à Reitman, on ne savait pas faire mieux, disons. Alors là, il y a l'individuation de l'analyse ordinale qui est un autre cadre conceptuel, qui dit d'autres choses, très intéressantes, pourquoi pas. Et surtout, hiérarchise les théories, permet de les comparer. Hein. La force inductive, nous dit la force inductive. Mais non, ils ne sont pas comparables. C'est le jugement géométrique utilisé est le plus fort possible, hein, puisque c'est un sous-ensemble générique. Ici, il y a une définissibilité malgré tout, infinitaire, mais il y a une définissibilité analysée. Mais ce qui là-dedans résulte un peu particulier, c'est le fait qu'on se donne cette quasi-construction, quasi-formelle, et puisqu'on sort du formalisme à cause de l'ordinal, mais pour faire une quantification sur un ensemble qu'on ne suppose pas vide qui sera donné pour vide. Donc, d'une part, c'est intéressant puisque c'est ce qu'on fait, mais ça n'enlève pas ces caractères fortement non constructifs de la preuve. Hein. On fait une quantification sur un ensemble qu'on ne suppose pas vide, justement pour démontrer qu'il sera vide. C'est ça l'astuce un peu du... Mais ce qui est intéressant, que ce théorème de Kruskal a des conséquences sur des systèmes de réécriture qui sont utilisés en informatique. Utilisés en informatique dans le sens qu'on se donne le système de réécriture, qui est un préliminaire pour l'écriture dans le langage de programmation. Mais on se pose le problème, est-ce qu'il termine ou pas? Est-ce que mon système est normalisant? Pour démontrer la normalisation, de façon abstraite, on passe par Kruskal ou Kruskal-Friedman et on le démontre. Ceci très loin de la machine. Puis on sait que quand on le donne à la machine va terminer, puisqu'on a démontré la terminaison. D'accord? Mais on l'a démontré très loin de la machine. On l'a démontré en utilisant Kruskal, qui est tout à fait indémontrable par la machine. Okay? Mais les mathématiques sont intéressantes parce qu'il y a ces entrelacements. Si c'était vrai, on pouvait toutes les faire à la machine, d'abord on serait au chômage, ce qui est dommage. Mais puis, ce ne serait pas très intéressant.